Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Il était grand temps, je pense, qu'on le fasse aussi. Ça faisait partie des thématiques que je voulais couvrir à plus ou moins moyen terme. Ça fait partie des grosses thématiques pour moi introduites dans les émissions Brief de 2022, où on a déjà largement couvert la partie applicative de ce truc-là. On va revenir un petit peu plus sur le fondamental du lien prix-valeur. Et donc, ce dont je vous ai parlé, 2022 jusqu'à, à mon avis, plusieurs années devant nous, nous nous attendons à une crise de valeur totale. C'est-à-dire, le problème, c'est que les mouvements de prix vont devenir de plus en plus erratiques, posant réellement le problème de la perception relative de la valeur, ce qui va avoir des conséquences hautement dangereuses pour ceux qui ne sauront pas justement interpréter correctement ce lien prix-valeur. Quand je dis correctement, ça ne veut pas dire parfaitement. Personne n'est capable de prédire la valeur comme il faut. Mais voilà. Ce que je voulais vous faire voir aujourd'hui, donc on va commencer par une petite vidéo et on va la décortiquer dans tous les sens, c'est d'essayer donc de vous faire comprendre quels sont les différents facteurs qui sont et qui entrent en jeu dans ce truc-là. Quels sont leurs avantages, inconvénients et qu'est-ce qu'ils ont causé déjà dans le passé. On va parler d'un truc que vous avez peut-être déjà entendu dans certains de mes discours, le fameux mark-to-market. Et donc, quelle est la capacité réelle de ce mark-to-market à réellement donc produire de la valeur. Alors, donc, pour faire une petite intro, donc mark-to-market, c'est un modèle de comptabilité qui revient à valoriser les actifs au sein d'une entreprise via leur prix de marché. C'est tout. Autrement dit, quand on fait les comptes, on regarde les prix de marché et on fait, si j'ai 150 unités de ce truc et à côté de ça, que ce truc vaut 10 euros, eh ben, théoriquement, j'ai 1500 $ de valeur à déclarer dans mon compte de résultat. Bon, ça a des avantages, des inconvénients, mais c'est basé encore une fois sur de la théologie. La théologie principale que donc le marché est efficient. Bon, les âges nous ont prouvé à maintes et maintes reprises que les marchés sont relativement efficients, sauf que, encore une fois, si on vient ajouter de l'inflation, donc des mouvements de prix, eh bien le prix, déjà de base, le marché ne fait pas un travail correct, il fait un travail correct, mais très imparfait en temps de crise, et ça le sera de plus en plus quand on se dirigera vers des crises de valeur. Mais quand on va ajouter effectivement de la volatilité sur les prix, inflation, etc., impression monétaire, tous ces trucs-là, encore une fois, ne font que changer les variables que nous voyons sur les graphiques. Donc ça va devenir de plus en plus compliqué, en ajoutant donc une variable de prix, ajouter à ça le fait que les marchés ne sont clairement plus efficients, enfin en tout cas là ils le sont de moins en moins depuis le Covid. Donc le problème qu'on va avoir, c'est donc est-ce que les modèles mark-to-market sont effectivement tenables. Juste pour vous la mettre quand même en perspective, le S&P 500, dans les années 2008, alors j'ai plus les dates exactes, mais ici, introduction du mark-to-market. C'est-à-dire, on a forcé les entreprises américaines à marquer au prix de marché les actifs qu'ils avaient dans leurs différentes balance sheets. Donc là, ça a posé énormément de problèmes sur les banques. Elles avaient plein de subprimes de merde. Les prix des subprimes ont commencé à chuter. Donc les capitalisations des entreprises, particulièrement financières, des banques, a chuté en ligne droite. Et voilà. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Arrêt du mark-to-market. Fin du bear market. On a pu revenir à l'ancien système de gestion comptable qui revenait à dire on déclare un peu ce qu'on veut. Voilà ce dont va vous parler Warren Buffett là-dedans, Mark to Market, vidéo de 2009, d'accord? Donc juste évidemment à ce moment-là, où on se pose la question de savoir s'il faut retirer le Mark to Market, chose qui a donc été fait quelques jours plus tard. Je vous laisse regarder, c'est impressionnant. Ok, donc la première chose, c'est donc de comprendre que
L'introduction du mark-to-market, elle a été faite parce qu'effectivement, il y a eu des dérives, mais absolument folles, furieuses, et principalement d'ailleurs donc dans la fameuse bulle des 2000, la bulle des dot-com. On se retrouvait avec des sociétés qui déclaraient des actifs financiers à des valorisations estimées. En fait, on faisait du guesstimate. On décidait que tel actif avait à peu près cette valeur, et on pouvait déclarer à peu près n'importe quoi, et c'était effectivement le chef d'entreprise qui était dirigeant, enfin le CFO en général, qui était tenu pour responsable si évidemment il y avait dérive. Mais en soi, très peu de procès, donc c'était vraiment, on déclarait, et puis au compte de résultat, entre guillemets, le comptable, il devait déclarer un peu ce qu'il voulait. Ça a posé tellement de problèmes que du coup, voilà, réintroduction du mark-to-market. Par contre, on voit tout de suite l'effet du mark-to-market, hein, c'est-à-dire que ça amplifie les mouvements de marché. C'est-à-dire que quand on a un mouvement de marché spéculatif, autrement dit, quand ça monte, tout va bien, il n'y a pas de souci. Hein, mark-to-market, au contraire, ça va permettre de monter la valorisation des entreprises. Donc bien de comprendre que ce que fait le mark-to-market, c'est qu'il prend la valorisation de marché et du coup, ça ajoute ceci à la valorisation de l'entreprise. Les entreprises qui ont des actifs financiers vont donc voir la volatilité de leur market cap amplifiée par un mark-to-market. Autrement dit, dans un marché haussier, plus les prix des actifs financiers montent, plus du coup la market cap relative de l'entreprise financière monte, ce qui fait, vous avez compris, l'effet boucle de rétroaction positive. Même chose dans les baisses, évidemment, ce qui pose problème. Autrement dit, le mark-to-market amplifie les irrégularités de pricing. Parce qu'évidemment, quand le marché commence à surchauffer sur les prix et fait un peu n'importe quoi, ça continue de gonfler les valorisations. Et ça pose un problème, puisque du coup, ça augmente encore de facto le prix des actions, qui font monter le prix des actifs financiers, qui font monter les valorisations des acteurs financiers, etc. etc. Vous avez compris le principe. Ça augmente la volatilité sur la perception de la valeur. Donc, le mark-to-market, c'est bien et c'est pas bien. Il faut comprendre que quand il n'y en a pas, il y a des dérives, parce que des gens font à peu près n'importe quoi et ils déclarent à peu près ce qu'ils veulent. Quand on le met, on voit que c'est le bordel. C'est ce qui a participé grandement à la chute de 2008. D'ailleurs, donc je dis introduction du mark-to-market, ça a été retiré quelques semaines après l'intervention de monsieur qu'on a vu ici, là, donc en début mars. Donc quelques semaines après, c'est terminé et ça marque le bottom de la crise. Comme on peut revenir à l'ancien modèle, on déclare un peu ce qu'on veut, alors il y a quand même une déclaration sur l'honneur, hein, mais voilà, c'est ce que nous dit donc monsieur Buffett. Ok, hyper important. Donc là, il rentre dans la notion spéculative du marché, c'est-à-dire qu'à certains moments, effectivement, les meilleurs actifs, c'est-à-dire ceux que la banque, hors mark-to-market, pourrait définir comme étant ceux qui sont les plus valorisants, d'accord ? Et donc dans ce cas-là, de dire, moi je pense qu'il y a le plus de valeur dans cet actif, donc je marque sa valeur à tel niveau dans ma balance sheet. Et à côté de ça, je prends tel actif qui je pense est beaucoup plus risqué, je lui marque à une valeur de marché beaucoup plus basse. Enfin, une valeur comptable plus basse. Ce que dit Warren, c'est que du coup, moi, si réellement c'était à ce prix-là que s'échangeaient ces choses-là, je préférerais acheter les actifs toxiques plus que les actifs de qualité de certaines banques. Et on y arrive. Donc là, c'est le vif du sujet. On parle donc de prix et valeur. La valeur, c'est ce qu'on donne comme valeur à un actif. Le prix, c'est le prix effectif auquel ça s'échange. Et on va voir donc... Hyper important. Donc là, c'est le moment où il dit, effectivement, le problème, c'est pas le mark-to-market, le problème, c'est le fait que quand le marché ne marche pas, je parle encore une fois ici de marché baissier, eh bien, on ne devrait pas imposer aux banques de recapitaliser. Donc, ça, c'est quand même la magie de la finance de Wall Street, et c'est ça, encore une fois, qui fait la fortune de ces gens-là dans les marchés financiers, c'est que le marché est efficient quand il permet de gagner de l'argent, le marché est inefficient quand la boucle de rétroaction, qui a été positive, devient négative. C'est donc le moment où il faut
changer les règles. C'est quand même assez magnifique. Donc, encore une fois, Buffett, c'est Buffett, hein, voilà. Mais mis à part ses certains talents à trouver de la valeur, il est comme tout financier, il tire ses bénéfices de ces trucs-là. Autrement dit, quand on gagne de l'argent, on ne pose pas de questions. Quand on perd de l'argent, c'est la faute à quelque chose. Donc là, c'est la faute du régulateur qui demande donc aux banques de capitaliser. Le mark-to-market, c'est vachement génial parce que ça permet d'amplifier les hausses. Mais effectivement, quand on amplifie les baisses et qu'on cause des cracks financiers, c'est pas bien. Voilà un peu donc la thématique jusqu'au bout. Voilà. Donc, le principal truc, c'est donc de comprendre que dans le modèle autre que mark-to-market, eh bien, il y a tout un vaste choix d'options. Il y a la version précédente, donc on sait que franchement ce serait stupide d'y revenir, c'est le mark-to-confiance. C'est de dire le CEO ou le CFO ont une signature d'honneur qui atteste que c'est la valeur qu'ils ont déclarée, et puis voilà. Et ils sont donc tenus pour responsables si on est dans le domaine de la fraude. Autrement dit, on est sur une responsabilité en personne alliée à une signature sur l'honneur. Bon, ok. Moi, je pense qu'il serait quand même temps de commencer à réfléchir à d'autres modèles, et je pense que justement, c'est ce que les cryptos vont pouvoir permettre de faire. Le principal modèle, selon moi, c'est celui qui revient à valoriser sur le lien prix-volume. C'est-à-dire que la valeur, selon moi, la modèle que j'en ai, et je sais que c'est un des modèles qu'utilise Warren Buffett également, revient à utiliser des valorisations moyennes pondérées au volume, ce qu'on appelle une VWAP. Je vais vous en mettre une, par exemple, sur le S&P 500. Hop, donc si on fait VWAP, alors VWAP, hein, ça s'appelle, Volume Weighted Average Price, ok? Donc, il s'agit de comprendre que, alors, Auto-Anchored, ça je ne sais pas trop ce que c'est. On va essayer d'ajouter celle-là éventuellement. Alors, attendez, je vais temporairement retirer mes trucs à moi pour éviter qu'on soit embêté. Où est-ce qu'elle est cachée, la VWAP? Alors. Non. Voilà, alors. Donc, par exemple, si on fait Volume Weighted Average Price sur 12 mois, voilà, donc c'est supposément ce qu'on doit faire, hein. Ce serait donc de dire si on doit déclarer la valeur de marché à échéance, donc par exemple si on a une déclaration annuelle des bénéfices, aux États-Unis on est sur du trimestriel, donc on peut très bien imaginer le faire sur des trimestres, ok, voilà, donc admettons je prends une entreprise, peu importe, hein, on va pas s'embêter, donc Facebook, voilà. Et on se dit, eh bien, je dois donc, j'ai des actions Facebook dans mon portefeuille, je dois donc valoriser la valeur de mon portefeuille. Je dois savoir à peu près combien vaut mon portefeuille. Eh bien, donc j'ai la méthode mark-to-market, d'accord, et j'ai la méthode VWAP, d'accord. Ce qui veut dire que, par exemple, ici, à cette clôture, j'aurais dû déclarer telle valeur, 182 $ par action de Facebook, alors qu'en mark-to-market, je déclare 203. Évidemment, la variance est quand même vénère. Donc c'est de comprendre qu'avec cette méthode, on lisse un petit peu, et on lisse surtout basé par le volume. C'est-à-dire ce que fait la VWAP, c'est qu'elle prend une bougie et elle pondère par rapport au volume. Ok. Bon, moi il me semble, encore une fois, que même via des déclarations trimestrielles, il serait plutôt intéressant, encore une fois, d'utiliser plutôt des time frames plus longs. D'accord? Donc le principe d'une volume weighted average, encore, pardon, c'est plutôt là où je me plantais, non. Quarter. Et on va faire, on est sur quel time frame? Chart, voilà. Ok, voilà, c'est plutôt ça qu'il faut faire, ok? Donc c'est de comprendre que là on peut voir le développement de la version, d'accord? C'est-à-dire que là on a une mise à jour, et vous voyez donc la VWAP c'est comme une moyenne, sauf que cette moyenne va bouger plus ou moins vite selon le volume qui est traité. Bon là on est sur des grosses capes liquides, vous voyez le volume est plutôt régulier, mais si on va sur des actions qui le sont beaucoup moins, tiens on pourrait prendre Gazprom en ce moment par exemple, voilà, c'est de dire, si je fais une VWAP annuelle, voilà, sur des graphiques hebdomadaires, donc vous voyez que la VWAP va se décaler plus ou moins vite, d'accord, selon que, évidemment, on va avoir affaire à des déplacements de volume plus grands.
Quand il y a très peu de volume, la valeur se déplace pas très vite. Donc c'est vraiment ça, la perception du lien prix-valeur. Ça permet de lisser beaucoup de conneries. Et principalement, donc celle où, comme je vous dis, ici, si vous deviez déclarer 250 roubles pour un Gazprom, par chaque Gazprom à ce moment-là, alors que théoriquement, le prix pondéré au volume, c'est toujours 189, c'est-à-dire malgré le fait que là, vous venez d'accélérer très vite, il faudrait toujours déclarer à 89. À 189, mais là, non, vous deviez déclarer 250. On parle encore une fois ici de mouvements extrêmement importants en termes de différence. Et encore une fois, quelle est la représentation de la valeur? Donc, si je vous emmerde là-dessus, parce qu'on rentre dans la théologie, c'est qu'encore une fois, ici, c'est des choix politiques. Quelle est la valeur relative d'un actif? Est-ce qu'un déplacement de prix rapide relève de la spéculation ou relève d'une augmentation réelle de la valeur? Bon, ben là, il n'y a pas de réponse, oui ou non. Celui qui vous répond blanc et noir ici n'a rien compris. On ne sait jamais quelle est réellement la représentation de la valeur, parce qu'on sait que les marchés semblent être efficients souvent, mais nous montrent aussi qu'il y a deux moments où justement ils ne réagissent absolument plus de façon intelligente, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la réflexion de la valorisation, on est dans la réflexion de, bon, il se passe ceci, cela, bref, on a des événements où on réfléchit de façon générale. On réfléchit plus unité par unité de valeur, on réfléchit dans un ensemble. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle quand le moment où le marché a une mémoire, c'est-à-dire qu'on va tout vendre parce qu'il faut tout vendre. Et donc on ne valorise plus une entreprise, on ne cherche plus la valeur de celle-là, on la vend parce qu'il faut tout vendre. Donc ça, c'est l'éternel problème de est-ce que la valeur et la volatilité peuvent être correctement mesurés, eh bien, ça reste un éternel problème. Ce qu'on sait, c'est que le mark-to-market, donc comme on l'a vu, amplifie énormément les problèmes, dans un sens comme dans l'autre, ce qui ne facilite absolument pas le pricing. Donc, c'est de dire les cryptos, puisque c'est la thématique du moment, et on va revenir donc sur Luna, puisque c'est là que se trouve la principale crise de valeur, là, à court terme, justement, c'est de dire, voilà, est-ce que théoriquement, la valeur de Luna, c'était 70 $ le jeton? Parce que là, théoriquement, en l'espace de 3 semaines, allez, 4 semaines, on vient de passer de 110 à 6. Donc là, c'est qu'il y a une réelle perception, il y avait un problème sur la perception de la valeur, clairement. Donc la valeur, il faut comprendre que c'est surtout une affaire de confiance. Et on y revient donc sur ce qu'on avait avant et ce qu'on disait avant. Dans ce modèle où le marquage était fait un peu comme on voulait, le principal problème, c'est que c'était lié à la confiance qu'on avait dans la légitimité du CEO ou du CFO de réellement pricer les trucs. Ils faisaient une sauce interne, un peu au pifomètre, comme je vous dis, chacun sa méthode. Il y en a qui pouvaient utiliser du VWAP, ou etc. Et à partir de là, ils étaient considérés comme responsables si on était dans le domaine de la fraude à ce niveau-là. Le mark-to-market, c'est de dire, bon non, là on va retirer ce truc-là et on va effectivement, donc, entre guillemets, décentraliser le pricing, puisque c'est donc le marché, tous les opérateurs de marché, rationnels ou pas, qui vont donc définir la valeur des actifs. Et c'est là où on va se poser le problème. Donc, puisque c'est là où je vous dis, le lien prix-valeur, il est essentiellement lié à ce troisième facteur qu'on oublie tout le temps, le volume. Pourquoi ? Parce que donc, il va falloir un jour se poser la question de regarder dans le volume pour savoir si on a un volume directionnel ou si on a un volume alloué à aucune liquidité. Parce qu'on peut avoir de façon très 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 récurrente ces derniers temps des déplacements de valeur qui ne sont absolument pas liés à des déplacements de volume réels. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire que si vous vous dites « Ah oui, mais le volume, c'est juste la bougie, elle a eu un gros volume ou pas un gros volume », eh ben non, c'est bien au-delà de ça. Aujourd'hui, le principal problème qu'on a, c'est d'être confronté à des actions qui ne circulent pas en réalité. Il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de profondeur de marché. La seule chose qu'il y a, c'est la même poignée d'une fraction du supply qui s'échange de main en main, et il n'y a pas réellement de changement de valeur de l'ensemble des participants. Et c'est ça l'éternel problème. Alors là, on a le pire des exemples. On a effectivement l'exemple Luna, où je vous ai dit de surtout pas toucher ce token, parce que là, aujourd'hui, tout le monde s'en va. Tout le monde quitte le bateau. Donc là, effectivement, il y a un mouvement d'une part majoritaire du supply qui est en train de sortir. Tout simplement, ces gens-là ne veulent plus de ce jeton. Il y a une perte totale de confiance. Avant que ce machin-là retrouve une valeur, ça prendra des mois. Mais il y a un mouvement global à l'intérieur des participants, des gens qui détiennent ce token. Ils veulent pour la plupart sortir. Ça va se rééquilibrer à terme. Quand on trouvera le juste prix, on retrouvera des acheteurs, etc. Mais à court terme, c'est un mouvement paniquant vers la sortie. Donc, est-ce qu'on doit mark-to-market Luna? Eh ben non, c'est compliqué, on ne sait pas. Là, il va falloir attendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit la valeur de Luna, c'est 6 $ le token?
Ou alors on se dit, bon bah non, on va revenir à ce qu'on connaissait avant, c'est 80, on prend la moyenne, on prend la VWAP, on fait quoi sur un truc comme ça? Eh ben, je pense que justement, c'est là où il va falloir se poser la fameuse question du lien prix-valeur. Regardez à l'intérieur du volume, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que c'est le même jeton Luna qui s'échange de main en main, etc., etc. Donc, il y a un troisième facteur à prendre en compte qui est hyper important. Quelle est la part relative du supply qui prend part au volume? Et c'est là où je vous dis, beaucoup d'entre vous ne commettent même pas, commettent l'erreur de ne même pas regarder le volume. C'est-à-dire, vous regardez juste le prix et vous dites, ah, si le prix bouge, c'est que ça vaut tant. Non, encore une fois, les déplacements de prix, surtout dans des marchés assez spéculatifs, c'est principalement lié souvent à la volatilité, c'est-à-dire à l'incertitude. On ne sait pas réellement combien ça vaut ces trucs, donc ça vaut entre 0 et l'infini. Donc le prix peut théoriquement se déplacer entre 0 et l'infini. Mais combien ça vaut réellement? Eh c'est là où je vous dis souvent, il faut laisser du volume et il faut passer du temps. Donc pour valoriser un actif, il y a donc ces 4 facteurs à comprendre. Le volume, le temps, le prix et la part relative du supply qui circule. Ces 4 éléments, si vous en enlevez un, vous êtes dans la merde. Parce que, très sincèrement, quand vous analysez un graphique, vous ne voyez qu'un. Vous voyez le prix. C'est ça que vous regardez en général. Et puis là, vous regardez vos patterns de je sais pas quelle connerie. Là. Ça tout dépend de la stratégie technique que vous utilisez. Il y en a qui vont utiliser Michimoku, des trucs comme ça. Voilà. Bon, chacun son truc, comme je vous dis. Mais ça se résume principalement à une analyse de prix. Donc, vous analysez en soi. Si votre but, c'est de définir la valeur, puisque comme je vous le dis, en 2022, 2023, 2024, 2025, il va falloir se poser la question de savoir quel prix on met en portefeuille. Il y a bien une spéculation et un risque à prendre sur le prix, et là, il ne faut surtout pas s'affranchir d'une analyse graphique. J'ai jamais dit ça. Mais par contre, ce que je dis, c'est que ceux qui se limitent à une analyse graphique de prix passent à côté de 3 facteurs. Donc, pour moi, il faudra spéculer sur les prix des actifs qui ont de la valeur. Je vous ai averti, mais nombre de fois, sur le problème de Luna. Beaucoup n'ont pas écouté. Je vous ai dit, vous ne regardez pas du tout la valeur de ce truc-là. Vous ne savez pas combien ça vaut, vous tradez le prix. J'espère pour vous que vous ne vous trompez pas. Eh bien, vous vous êtes trompés, ceux qui ont tradé Luna, et ça fait mal. Donc attention, c'est pas que je me sers de Luna comme d'un exemple, c'est plus de vous dire, pour moi, c'est l'exemple courant des problèmes qui nous attendent à l'avenir. Ces trucs comme ça, il va y en avoir de plus en plus, des crises de valeur, donc des paniques, c'est-à-dire une large partie du supply qui n'était pas circulante, ou qui ne circulait pratiquement pas, qui va d'un coup se réveiller et qui vont se mettre à faire tous la même chose. Et là, ça va causer énormément de problèmes. Parce qu'effectivement, les prix vont se décaler très vite avant de retrouver une nouvelle zone de valeur. On va forcément décaler la valeur, mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si Luna, du coup, la valeur, ça va rester ici, pendant des mois, puis potentiellement tendre vers 0. Est-ce que la valeur, ça va être bon au final, on va retrouver le PEG, donc on va peut-être revenir et on va trader dans cette zone-là, avant soit de rebaisser, soit de tenter de retracer. Tout ce que j'essaye de vous faire comprendre ce matin, c'est qu'aujourd'hui, vous avez dans les facteurs qui permettent de valoriser, tous ces facteurs bougent de façon très significative. Une large partie du supply qui n'était pas circulant entre en circulation. Des gens se réveillent et veulent sortir. De plus de ça, la volatilité sur le prix est énorme. Les volumes sont énormes. D'accord? Comment voulez-vous que ceci vous permette de valoriser correctement le jeton Luna? Vous pouvez jouer sur les prix si vous voulez, mais les 4 facteurs qui permettent d'apprécier la valeur sont tous en train de se déplacer en même temps. C'est un actif dont il va, à mon avis, falloir attendre avant de pouvoir le revaloriser correctement. Et quand on sera capable de le revaloriser correctement, il sera, à mon avis, bien plus malin de réfléchir plutôt à ce moment-là à trader son prix, mais pas aujourd'hui. Ok? Donc, quand je vous parle de faire attention à la crise de valeur qui nous attend, c'est de comprendre qu'il y a énormément d'actifs aujourd'hui qu'on ne sait pas valoriser. Parce que parmi ces 4 piliers de valorisation, il y en a plusieurs qui sont manquants. Je prends souvent, et je vous l'ai dit, l'exemple de Apple. Parce que c'est un des autres qui va poser un problème un jour de valorisation. Apple n'est absolument pas valorisé correctement, puisque si on réfléchit sur ces 4 piliers de valorisation, comme on l'a dit, le prix n'a aucune volatilité. Ça voudrait donc dire que la valeur est estimée à 150 $ par action. Le prix bouge très peu de volatilité, donc peu d'incertitude. On semble donc, d'un point de vue prix, plutôt confiant à l'idée que le prix actuel est relativement bon. Le volume est inexistant.
On est très très en dessous de l'historique, hein. Enfin là, je veux dire, si je dézoome, vous allez juste pleurer, hein. D'accord? Donc le volume, vous voyez, il fait ça, ça, et là, il n'y a plus rien. Donc les prix montent, les volumes chutent, d'accord? Donc là, on a déjà une déstructuration du lien prix-volume. Ok, l'autre facteur, comme on l'a dit, attention, quelle est la part circulante du supply? Eh ben, on voit très bien, Apple, il n'y a rien qui circule, et pire, le seul supply qui est vendu est racheté par des politiques de rachat d'actions. C'est-à-dire que l'entreprise réinvestit ses bénéfices pour racheter ses propres actions plutôt qu'investir dans des bénéfices futurs. Donc, je l'ai dit, ça c'est un énorme problème parce que ça fait et ça alimente des hausses spéculatives, mais la valeur de l'entreprise ne suit absolument pas ce truc-là. On a des manipulations du supply. Donc, le volume est inexistant, le prix ne bouge pas, le supply est manipulé. Bon, il s'agit de comprendre que le dernier facteur ici, ça va être le temps. Comment on va faire dans ce facteur-là pour maintenir temporairement la valeur d'Apple ici, en sachant que les trois autres facteurs, s'ils commencent à dérailler, eh ben, ça va aller très vite. Hein, autrement dit, on est en train d'essayer de ralentir le temps sur Apple, mais tôt ou tard, ça risque de poser problème. Pour installer réellement la valeur à 154 $, quand on voit que les moyennes de prix sont même pas à 100 $, je vais vous remettre les indices quand même, c'est de comprendre que, voilà, on ne sait pas réellement. Pour moi, la valeur historique, c'est 90 $, mais est-ce qu'on peut justifier le fait qu'on pourra rester là-haut suffisamment longtemps pour que ces moyennes puissent nous retoucher? Je me pose encore une fois la question de la viabilité à moyen terme de ce truc-là. Le facteur temps pour stabiliser cette valorisation à 154 $ me paraît encore une fois problématique. Voilà, donc vous avez maintenant, je l'espère, ces 4 piliers, vous serez capable de les mesurer. Donc le facteur temps, c'est ce qu'on appelle la volatilité principalement, c'est-à-dire sur une portion de temps qu'on estime généralement étant à 20 bougies quand on regarde les bonnes de Bollinger, on voit effectivement donc le déplacement de valeur au niveau du temps. C'est ce qu'on va regarder à travers le prix. Donc il y a le prix instantané, il y a le déplacement du prix sur une certaine zone de temps. Donc là, on va dire le facteur temps dans la valorisation. Il y a le volume et surtout la part circulante du supply. Si c'est 3% du supply qui s'échange tous les jours via des brokers qui se font manipuler par les produits dérivés, bon, encore une fois, c'est pas de la valorisation. C'est juste de dire, c'est le même contrat qui est acheté, vendu 20 fois, son prix est complètement faussé par rapport à d'autres mécanismes, et on ne se pose donc plus la question de la valeur. Bref, tout le monde est endormi jusqu'à ce que, comme Terra, tout le monde se réveille par un choc brutal, et qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, tout le supply qui dormait va arriver dans un marché sans acheteur. Et là, ça va chuter vénère. Donc bien de comprendre, je ne fais pas l'avenir d'Apple, je dis juste que ce sont des situations relativement similaires. Et ces situations, il va y en avoir de plus en plus. On va avoir extrêmement de mal du coup, puisque la valeur va de plus en plus être mélangée avec la volatilité du prix. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire très attention avec les actifs que vous spéculez, à penser à regarder, autant que faire se peut, ces autres facteurs. Quelle est la volatilité de court terme et quelle est la volatilité de long terme? D'accord? La volatilité ici à court terme, elle est inexistante. Mais si je travaillais cette volatilité ici, par exemple, en trimestriel, là, vous deviendriez fou. D'accord? Si ici, je vous enlève mes outils, je mets juste une bande de Bollinger, puisqu'on a dit la façon de mesurer, entre guillemets, le facteur temps dans le pricing, c'est la bande de Bollinger. Enfin, en tout cas, c'est le moins mauvais des outils qui le fera. Ok, ça veut dire donc là, théoriquement, hein, en termes de volatilité sur le prix, vous avez une bande de Bollinger qui est en négatif, territoire négatif, sur du trimestriel. Hein, d'accord? Ça veut dire que sur 20 trimestres, eh ben, on est monté tellement vite sur le prix que si ça va descendre, ça peut faire très mal. Voilà ce que ça veut dire. Ok? Donc ici, le facteur temps dans la valorisation est complètement hors sol. Le facteur volume, il est hors sol. Le facteur supply circulant, il est hors sol. Donc, le prix que vous avez ne justifie en aucun cas la valeur d'Apple. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça valait évidemment aussi pour le problème sur, par exemple, Luna. Comme je vous l'avais dit, le problème étant que dans Luna, il était d'un autre ordre, ce problème. Sur Luna, si on remet la point de vue volatilité, bon, c'était de dire, là, ici, on montait de façon pas trop mal. On n'était pas monté comme des débiles sur Luna non plus. On est monté relativement vite, mais on va dire moins de façon débile que ne l'avait fait, par exemple, Apple, sur un horizon de temps différent. Bon, c'est monté quand même relativement vite aussi, hein, en termes de valorisation. Mais bon, on va dire la méthodologie qui a été utilisée sur les horizons de temps où on a suffisamment d'historique, c'est pas non plus fou furieux. Ok,
Bon, donc on va dire sur le facteur temps du pricing, bah effectivement, il y a encore de ça quelques semaines, je vous aurais dit, je pense que Luna vaut 73 $. Si je prends en compte que c'est deux facteurs, le facteur temps et le facteur prix, en regardant juste du coup le prix à travers des indicateurs de volatilité historique par exemple. Si on regarde le volume, aïe, problème, bah effectivement, plus ça monte, plus le volume baisse. Donc déjà, je vous dis, ah, ça c'est pas très bon, ça. Plus ça monte, moins il y a de volume, ok. Et surtout, donc comme je l'ai dit, le supply. Si on fait l'analyse de supply, on se rend compte que la valeur de Luna n'avait rien à voir avec son prix. On avait 80% du supply de tokens qui était bloqué dans des smart contracts avec des rendements hors sol, etc. Et c'est là que je vous avais averti du risque sur Luna. Et toutes les vidéos le prouvent. Je vous l'ai dit, et ce sont les mêmes risques contre lesquels je vous avertis sur Apple. Pas pour dire que le Doomsday attend tous les investisseurs Apple, mais juste de dire la valorisation ne reflète pas, le prix ne reflète pas la valeur de cette entreprise, tout comme le prix du jeton Luna ne reflétait absolument pas son risque. Le risque vient de frapper sur Luna, le prix corrige de façon extrêmement violente. Est-ce que c'était prévisible? Non. Est-ce que c'était plausible? Oui. Et du coup, il fallait encore une fois le prendre en compte dans l'analyse de gestion du risque. Beaucoup tradaient juste les prix sur ce truc-là. Donc quand je vous parle de lien prix-valeur, il faut écouter. C'est hyper important. Prenez en compte ces 4 facteurs, surtout si vous partez sur des investissements de moyen terme. Si vous partez sur de la spéculation intraday, au pire, vous mangerez un stop-loss si vous ne faites pas ça. Mais si on parle d'investissement, on parle de valeur. Si on parle de valeur, on parle d'une analyse de valeur. Au moins, le minimum, c'est ces 4 piliers. D'accord ? Donc hyper important, et ce sont tous les trucs que je vous ai rabâchés au fur et à mesure des dernières semaines et des derniers mois. Si ça monte vite, qu'il n'y a pas d'historique, eh ben comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que donc on ne valorise pas correctement le prix, on monte très vite, etc. Si en plus de ça, ça se fait dans un volume en chute libre, ça ne fait encore une fois que justifier le fait que les prix ne déplacent absolument pas la valeur. Si en plus de ça, vous avez 70% du supply qui ne circule pas, bref, ça veut dire que vous avez 5-10% des jetons qui font mumuse entre deux mains, et après, qu'est-ce qui se passe? On définit que le prix d'échange de ces 5% de jetons permet de valoriser les 95 qui restent. Ben non. Donc vous comprenez bien que c'est logique ce que je vous dis. Il y a un facteur temps dans la valorisation, il y a un facteur volume, il faut qu'il y ait des volumes d'échange conséquents, et il y a un facteur supply circulant qui est hyper important. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis, c'est pareil sur Ethereum, Bitcoin, il y a beaucoup de gens qui se secouent la mule dernièrement pour dire « ni nanana, si le Bitcoin casse 30 000, etc. » blablabla. Les volumes sont en chute libre, d'accord? Et ça, bon, pas en chute libre, mais en tout cas, les volumes chutent, d'accord? Tout le monde dit « ouais, mais c'est n'importe quoi ». Vous l'avez vu, les gros volumes qu'on a mis sur les zones de breakout? Donc, est-ce que la valeur du Bitcoin, elle s'est déplacée? Quand je vois des gens parler d'un Ethereum sous les 1000 $ ou un Bitcoin qui va retourner sous les 20 000, mais c'est n'importe quoi. Non, les volumes traduisent d'un déplacement de la valeur sur cette zone-là. On a bien dit au revoir à cette zone, on a bien pris le temps de travailler ces zones de prix à l'époque. Aujourd'hui, la volatilité sur le prix traduit le fait que l'installation de la valeur à 3000 $ en moyenne pour Bitcoin, pour Ethereum, elle est tout à fait OK. Même chose pour Bitcoin. La valeur moyenne d'un Bitcoin, elle s'est très largement installée autour des 45 000 $ depuis déjà bien longtemps. Et on parle ici de volatilité hebdomadaire. Je pourrais passer sur du mensuel. La volatilité en mensuel, vous voyez que comparé à Apple, qui est dans la phase complètement folle, etc., ici, les volumes sont soutenus. On n'est pas comme dans Apple où les volumes sont en chute libre. La volatilité se resserre, donc ça justifie encore plus le fait que l'installation du prix dans le temps justifie de plus en plus l'existence de cette valorisation moyenne à 45 000 $ pour le Bitcoin. Ça vaut pour Ethereum. Vous voyez ce que je veux dire ? On est de plus en plus en train d'installer la valeur historique de ces trucs-là ici. Le facteur volume est en très large soutien. On n'a pas d'alerte sur la market cap relative affichée aujourd'hui d'Ethereum et de Bitcoin. C'est ça que je vous dis, ok? C'est hyper important. Et le dernier problème, pourquoi je vous dis que les prix actuels, à mon avis, de ces tokens ne sont pas bons, c'est-à-dire on est sur les supports, ça va casser, etc. Parce que je pense qu'encore une fois, on a très largement quitté la zone de valeur précédente, que ce soit sur Ethereum ou sur Bitcoin. On travaille des replis spéculatifs sur les zones de valeur. C'est-à-dire, vous voyez, on travaille les moyennes. Ces moyennes, à mon avis, elles vont rejeter. Pourquoi? Parce qu'il y a 10% du supply qui circule réellement, 10-15% maximum. Il y a bien donc 85% de ce supply qui ne veut pas bouger.
Ces gens-là, ils ont acheté ces tokens, pour la plupart, le profil étant des investissements de long terme. Donc, il y a 85% des gens qui ne sont pas intéressés par la zone de prix actuelle. Alors, il y a des gens qui vont dire, bon, bah, c'est pareil, mais ces gens-là, ce sont des mains faibles, donc si le prix baisse, ils vont revendre. Je pense que c'est faux. Je pense qu'au contraire, ces gens-là ne revendront jamais. Et tout simplement de dire, bah, il y a un moment donné, il va falloir se poser la question de savoir si des volumes qui baissent, puisque c'est clairement en baisse depuis plusieurs mois sur ces tokens, et un supply qui ne circule plus, est-ce qu'à un moment donné, il ne faudra pas chercher à déplacer la valeur au nord? Voilà ce que je vous dis sur les cryptos, par exemple. Les cryptos majeurs. Il y en a beaucoup d'autres dont on ne sait pas encore correctement valoriser. Prenez Atom, voilà. Regardez la volatilité du prix. Voilà. Donc théoriquement, Atom, pour l'instant, on est en train d'essayer de consolider, d'accord? Mais c'est clairement pas fantastique. En hebdomadaire, là, c'est beaucoup mieux. Effectivement, on peut installer et on peut dire qu'un Atom, ça valait à peu près 29 $ par rapport au lien temps-prix. Si on regarde le volume, il n'y a pas de souci, c'était bien soutenu par des volumes. OK? Si on regarde la partie circulante du jeton Atom, il y a 63% de la market cap qui est en staking, donc il y a 35% du supply qui circule, c'est tout à fait correct. Donc, la valorisation relative d'un atome. Je sais qu'on est en chute libre, c'est la fin du monde, etc. Blablabla. Ben non, désolé, pour moi, c'est toujours 30 $ parce que, pour l'instant, tous les facteurs de valorisation sont concordants. Le prix baisse, je refuse, dans ce cas-là, le mark-to-market. Pour moi, la market cap d'Atom, ça n'est pas du tout celle qui est affichée actuellement, c'est-à-dire 3,5 milliards $. Pour moi, la market cap d'Atom, c'est celle que je vois en faisant mon analyse de valeur. C'est 7 milliards $. À peu près. Puisque les 4 piliers qui me permettent de valoriser ce projet m'invitent à penser que la valeur, c'est plutôt proche de la moyenne. On est juste en train de s'imaginer que c'est la fin du monde, mais ça peut très bien repartir dans l'autre sens également. Les volumes sont toujours très largement en soutien, comme on l'a dit. Voilà comment moi je valorise les actifs. Je traite uniquement les actifs dont je pense que la valeur est correctement mesurable. Après, comment on trouve la valeur? Je vous dis, le but, c'est, encore une fois, d'avoir un modèle. Tout mon modèle de trading est basé là-dessus. Je ne trade pas la volatilité, mais c'est une des méthodes qui peut être utilisée. D'accord? J'ai de toute façon des alertes de volatilité sur mes indices dans certaines mesures. Moi, le moyen que j'utilise pour valoriser, et vous voyez qu'il est relativement proche de ce qu'on a vu sur le modèle de volatilité, il me valorise correctement actuellement le jeton Atom à peu près 6,7 milliards $. Point. Il me dit juste que du coup, ma zone de valeur, elle est là, et que ici, c'est pour les acheteurs, là, c'est pour les vendeurs, là, c'est pour vendre quand on est dans une tendance haussière, et dans certains types de maturité, et là, ça veut dire qu'il y a des anomalies de pricing. Ce sont des zones où on ne devrait pas être, théoriquement, dans un mouvement haussier dont la valorisation moyenne est à plus du double du prix actuel. Donc oui, il me semble que beaucoup de prix sont totalement irrationnels. Et ça, encore une fois, c'est l'illustration non pas d'un pifomètre de jugement, etc., mais bien de comprendre que dans le marché crypto, dans son ensemble, beaucoup de gens mélangent tout et n'importe quoi. Il y a des jetons dont la valeur est très facilement calculable, dont la valeur est beaucoup plus facilement ancrée dans le réel et mesurable, et il y a à côté de ça des trucs qui sont montés n'importe comment, qui n'ont pas consolidé. D'accord? Il y a à côté de ça des machins dont plus on est monté, plus les volumes se sont effondrés. Il y a d'autres trucs dont il y a 80% de la market cap qui est non circulante. Ces prix-là ne justifient pas de la valeur. Dans certains cas, je pense que c'est tout simplement que les prix sont hors sol par rapport à la valeur réelle qui, elle, est probablement toujours très basse. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres actifs dont la valeur est très largement sous-cotée dans des bas de range, alors que justement 10 à 15% des supplies seulement circulent. Et là, il y a un gros problème. Les volumes baissent par le manque d'intérêt du travail spéculatif de ces zones. Et je le maintiens, je pense que des jetons comme Ethereum et Bitcoin n'auront aucun mal à sortir par le haut dans les prochains trimestres. Voilà. En tout cas, je voulais faire cette émission, le déplacement prix-valeur, les composantes de mesure d'une valeur, et ne mélangez pas des actifs dont vous ne pouvez pas mesurer les 4 piliers de la même façon. D'accord? Le problème des gens en ce moment, c'est de tout mettre dans l'ensemble. Ah, les cryptos montent, les cryptos baissent, donc j'achète, je vends tout, etc. J'accentue les mouvements, genre celui-là il baisse vite, donc c'est probablement qu'il n'est pas bon. Non, regardez encore une fois, une analyse de prix, une analyse de contexte, d'accord? Moi, je n'utilise pas la volatilité, mais c'est relativement pareil. Voilà, moi, ça va être de dire qu'est-ce qui se passe dès qu'on vient frapper les zones de valeur. Ici, j'ai des vendeurs, ici, j'ai des acheteurs, on est sur un équilibre, on est donc sur, on passe du temps à valoriser l'actif.
On est donc bien sur un lien prix-valeur. Ici, on installe la valeur du jeton à 6 milliards de market cap. Voilà, point. Donc, quelle est la valeur de ce truc? Bah, pour l'instant, c'est ça. Et tant que ça ne change pas, c'est-à-dire tant qu'on n'installe pas la valeur sur une zone plus basse, il n'y a pas de raison de penser que ce jeton est autrement que survendu. Il est donc value, sa valeur est très largement supérieure à son prix, ça vaut donc le coup de l'acheter. Voilà théoriquement la seule façon dont moi, personnellement, je vois les marchés. Après, j'ai théorisé tout ça avec des indicateurs, des règles, d'accord, qui sont ce qu'elles sont imparfaites. C'est pas ma mesure indirecte de la valeur qui permet de projeter la réalité de l'avenir. J'en sais rien de ce qui va se passer, mais j'utilise des modèles récurrents qui me permettent de rapidement voir différentes anomalies de pricing. Voilà. En tout cas, je voulais vous faire ce lien depuis un bon moment. J'espère que vous aurez appris plein de choses. J'espère surtout que vous éviterez de commettre les conneries à l'avenir. Ok. Donc, les projets que vous avez en portefeuille, prenez le temps, d'accord, encore une fois, de ne pas avoir 50 000 projets en portefeuille, mais d'essayer de savoir donc s'il y a certaines des branches de valorisation qui posent problème. Plus il y a de problèmes sur ces branches de valorisation, plus vous devez réellement vous poser la question, est-ce que le prix représente bien la valeur de ce truc-là? Si la réponse est non, eh bien, essayez de faire attention aux risques que vous prenez sur ces actifs. Voilà. Allez, ciao, ciao.